So all the after-action report mentioned that the attack on Berismenil was 13th of January. It was about half of the village that was taken. This picture, I found it in the National Archives in Washington, D.C. And it mentioned on the back, M Company, 334th. That's me. So Yeah, that's your me. outfit. Yeah. Does that road remind you something, Dave? No, not really. It's one of those things I don't remember. But if they say I was here, then I was here. That's it. But I don't remember. But when I told you about Berismenil, Yes. you remember? Oh, the name, yes, definitely. Yeah. Do you know why? No. No, I don't know why. It's in the back of my mind somewhere. Yeah. Little things crop up every now and again. Yeah. Red in the hatches and teardrops and branches. Le 16 décembre 1944. Un épais brouillard recouvre l'Ardenne. Cette nuit, rien ne devrait troubler le sommeil des soldats américains qui se reposent le long de la frontière allemande. La nuit s'annonce calme et le silence absolu. Mais à 5h30, 300 000 soldats allemands appuyés par 2500 chars et près de 2000 pièces d'artillerie franchissent la ligne de front. C'est le coup de poker d'un seul homme, Hitler, dont l'armée est en recul depuis le débarquement allié du 6 juin 1944. Dès le début du mois de septembre, Hitler, voyant que la bataille de Normandie est perdue, imagine une dernière grande offensive qui permettrait de changer le cours de la guerre. Il veut attaquer à travers les Ardennes belges pour foncer vers Anvers, s'emparer du port. Capturer Anvers, c'est déstructurer complètement la logistique alliée. And Hitler argues that if he captures Antwerp and separates the Americans and the British, that this will put so much pressure on the Western Front that the Allied coalition will collapse. Hitler y croit. Cette offensive doit permettre de négocier une paix séparée à l'ouest pour reconcentrer ses forces à l'est et ainsi balayer l'armée soviétique. Hitler y croit, mais pas ses généraux. It was too ambitious. Hitler simply does not have the manpower and the equipment anymore. La plupart de ces grands officiers n'y croient pas trop et lui proposent une plus petite solution qui est en fait de mener une offensive plutôt dans la région, notamment d'Aix-la-Chapelle, dans la région de Maastricht, etc., pour véritablement détruire les armées alliées à cet endroit. But of course, the last word is Hitler's, and so that is the plan that is executed. Dans le plus grand secret, le Führer remet donc sur pied une armée capable, selon lui, de parvenir à ses fins. Une armée que les Alliés ont sous-estimée. Ils imaginent que les Allemands ne sont plus qu'à la moitié de leurs effectifs. Ils n'imaginent pas que la production de chars a été aussi efficace. Les troupes soviétiques poussent à l'est, donc l'Allemagne elle est occupée sur deux fronts, et l'idée c'est qu'elle se prépare à défendre chèrement son territoire. Personne n'imagine qu'ils ont la capacité et logistique et la capacité humaine de reprendre l'initiative. Les Alliés n'ont pas voulu tenir compte des messages qu'ils ont reçus. En tout cas, ils n'ont pas pris ces petits indicateurs comme des informations sérieuses. Ils sous-estiment la puissance blindée qui va leur tomber dessus de 75%. Et les ordres sont clairs. Les troupes allemandes doivent réaliser une percée éclair dans le massif ardennais pour traverser la Meuse au plus vite. Pour ça, ils veulent jouer sur l'effet de surprise et ne doivent pas être harcelés, comme ce fut le cas pendant la campagne de Normandie, par la puissante aviation alliée. Donc ils attaquent par une météo Mossad
au mois de décembre, le 16 décembre, et l'effet de surprise est véritablement bien là. Le front des Ardennes où l'attaque va frapper est quand même un front relativement dégarni par les Américains, et tous les moyens sont au nord et au sud des Ardennes. Mais au centre, on a mis des divisions qui sont en train de se reconstituer après les lourds combats de Hurtgen. On est à un rapport du fort au faible, et ça pourrait passer. 3 fois moins nombreux, les Américains encaissent le choc de l'attaque. « Nos lance-roquettes hurlent comme des animaux sauvages », écrit fièrement un soldat allemand dans son journal. D'Echternach à Montjoie, l'ensemble du front est touché. The Germans weren't supposed to have anything like that at that point in the war, but they did. They had a force there that could push through us, and they took a lot of prisoners. I was just one of them. My goodness, the war was on. They were just fighting like the Dickens back there, and the worst battle we'd ever been in. We woke up, we could hear the artillery firing off at the distance and see the flashes. We just gotten there in 5 days. We weren't really equipped with a lot of stuff you needed for the war. Néanmoins, dès les premières heures, les Allemands sont surpris par la résistance américaine. C'est notamment le cas de la Bloody Bucket, la 28e division d'infanterie, qui se bat au nord du Grand-Duché de Luxembourg. Elle s'est sacrifiée elle-même pour gagner du temps, pour ralentir l'avance des Allemands vers l'ouest, donc vers Bastogne. That 28th Infantry Division has become decimated, literally decimated in the Hurtgen Forest. And so the soldiers who are in the Ardennes now are there to rest. The division is there to be strengthened with newcomers who have not much experience. And they really get, as a weak division, a kind of suicide mission. Le message est « tenez à tout prix »,« hold at all cost ». Et donc, ils savent qu'ils doivent tenir la ligne, même si les gars en face sont 3 fois plus nombreux. Plus de la moitié de la 28e sera ainsi décimée. Mais ce sacrifice permettra aux Américains d'acheminer des renforts à proximité de Bastogne. Certaines initiatives vont être menées dès le 16 décembre pour tenir une colline, garder un carrefour, faire sauter un pont. Toutes ces petites initiatives individuelles vont être capitales, puisqu'elles vont ralentir l'effort offensif allemand. Contre leur gré, les Allemands ralentissent à plusieurs reprises vers la Meuse. C'est le cas du groupe de combat issu de la 1re division SS, commandé par le jeune lieutenant-colonel Joachim Peiper. C'est un haut cadre nazi. Il avait été le secrétaire particulier d'Himmler. Il était très photogénique, un bel homme qui portait beau. Il faut dire que sur le front de l'Est, il s'est illustré pas mal de fois, par des manœuvres audacieuses. C'était un vrai guerrier. Il a environ 80 blindés, ventilé environ 40 Panthères, 40 Panzer 4, et surtout 45 Tigre 2, qui est le char le plus blindé, le plus puissant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc dans une course contre la montre que s'engage la tristement célèbre colonne Peiper, qui a pour ordre d'atteindre la Meuse en 3 jours. Néanmoins, cette colonne accuse rapidement du retard, la faute à la résistance américaine, mais également à une poignée de fusiliers belges qui boutent le feu à un précieux stock de carburant. Les conditions de combat ne jouent pas en faveur de Peiper. Imaginez-vous les chars lourds allemands qui doivent passer, il leur faut des terrains stables, il leur faut donc des routes, et c'est déjà pas évident quand vous avez des petites routes dans les villages. La mobilité des chars allemands, elle a ses limites. The German had a much better tank. That Tiger tank was a very good tank, but we were faster, and therefore we could maneuver and get a tank on one side of it and one tank on the other, and we could hit them. Einsatz brachte viel höhere Treibstoffverbrauche als normal gerechnet, und dann hatten wir plötzlich für unsere Panzerspitzen keinen Treibstoff mehr. L'infanterie qui devait ouvrir les lignes pour les blindés, elle piétine aussi. Ils doivent
traverser plusieurs rivières, mais à chaque fois, ils se retrouvent face à des ponts qui ont été détruits, parfois même pratiquement devant leurs yeux, par le génie américain. Lorsqu'un pont est détruit, ça oblige l'ensemble de la colonne de chars à faire parfois un détour de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc dès les premières heures, l'état-major allemand sait que c'est un fiasco. La machinerie allemande est déjà défaillante, comme en témoigne le largage d'1 millier de parachutistes arrivés avec un jour de retard dans les Fagnes. Sur les 1200 soldats parachutés, seulement 300 atteignent leur objectif. Difficile dans ces conditions de mener à bien leur mission, à savoir sécuriser la route entre Eupen et Malmedy. Une autre opération bat de l'aile, celle du commando Skorzeny, ces troupes SS revêtues de l'uniforme américain qui doivent semer la confusion à l'arrière des troupes alliées. Les soldats démasqués sont fusillés. L'opération, tactiquement, ne va pas tellement bien réussir, mais ça va faire une psychose épouvantable, parce qu'on va arrêter n'importe qui, n'importe quoi. La moitié de l'armée américaine va chercher et soupçonner l'autre moitié. Le plus haut gradé qui est arrêté, c'est Montgomery. Il a même été arrêté quelques heures. De son côté, Piper s'empare d'un dépôt de carburant américain à Bulange et poursuit sa route vers Malmedy. Dans le village de Bonnier, ces hommes capturent une unité d'artillerie américaine dont les soldats sont massés dans un champ. Piper lui continue. Piper est déjà à Ligneuville, on regroupe les prisonniers dans ce champ. Ce qui est possible, c'est qu'il y ait eu un mouvement de 1 ou 2, 3, peut-être plus, personnes qui ont voulu chercher à s'évader. Là, un coup de feu retentit, et là, comme toujours, quand un coup de feu retentit, l'ensemble perd le contrôle d'eux-mêmes, et ça tire dans le tas. Si aucun élément ne permet d'affirmer qu'un ordre de tir a été donné, 84 GI seront froidement assassinés à Bonnier. Un massacre qui aura des répercussions sur le comportement des troupes américaines et qui pourrait expliquer le meurtre de soldats allemands perpétré à Chenogne le 1er janvier 1945. 11 soldats afro-américains sont également abattus à Weret par les SS, qui s'en prennent aussi aux civils un peu partout en Ardennes. Que ce soit à Stavelot, Bande, Odaigne ou Noville, en tout, ce sont pratiquement 250 personnes qui sont lâchement tuées par les nazis. À Reims, le commandement allié prend rapidement mesure de la bataille qui se joue dans les Ardennes. De nombreux renforts sont envoyés sur le front, mais sans équipement hivernal. Les 82e et 101e Airborne quittent Mourmelon et rejoignent respectivement les régions de Stoumont et Bastogne. Sur la crête d'Elsenborn, l'arrivée des expérimentés 1e et 2e divisions d'infanterie oblige les Allemands à dévier leurs objectifs. Leurs forces se concentrent alors sur Saint-Vith. La ville tombera le 23 décembre. Saint-Vith is important because it throws off the German timetable. It delays them enough for the Americans to kind of regroup and reorganize and figure out what's going on. Les Américains vont organiser la retraite de toutes les troupes qui sont dans le saillant de Saint-Vith pour aller se renforcer ailleurs. Donc c'est un succès pour les Américains, même s'ils doivent retraiter. Après d'âpres combats, Piper traverse l'Amblève à Stavelot et se dirige vers Trois-Ponts, Stoumont et la Glaise. Les combats qui s'y livreront pendant 3 jours seront d'une violence rare, parfois même au corps à corps. À ce moment-là qu'il y aura le dernier combat au Roume Saint-Édouard. Et là, les derniers combats vont se passer dans la cuisine carrément, où le dernier carré allemand est retranché, et les Américains vont les déloger à coups de bazooka. Well, we went down to the basement of the hospital, and we saw something like 92, 95 old folks and kids, little kids. And the Catholic priest was with them, and he kept them quiet all the time that German tank was there. When we released them, they were so overjoyed. And because it's the SS of them that they were in there, they would have gunned them now, just, they didn't care. Si la défense américaine est si farouche, c'est parce qu'il s'agit du dernier point de protection structuré avant la Meuse. Piper y joue donc ses dernières cartes. So we had 6 105 howitzers and a 155, a big one, a long Tom howitzer. And we were open fire on the 1st SS in the town of L'église, and we drove the 1st SS crazy because
We put so much artillery on it that knocked out a lot of his equipment, and they ran out of gas at that time. La chose pour les Américains, alors à ce moment-là, c'est que Piper n'a plus de carburant. Il n'a plus de carburant et ses chars sont fatigués. Ils ont roulé depuis Blankenheim jusqu'ici, ça fait à peu près 80 km, sans entretien, et vont tomber en panne. Le carburant va manquer à des moments cruciaux, alors que les Américains, eux, vont avoir une mécanique qui va fonctionner parfaitement. So the first SS destroyed what they had left, and they took off walking back toward Germany. Bon, voilà la fin de l'aventure pour la 6e Panzerarmee. Donc on le dit toujours, à Bastogne, les Américains ont gagné la bataille des Ardennes, mais c'est ici que les Allemands la perdent. La bataille est pourtant loin d'être gagnée à Bastogne. À l'instar de Saint-Vith, la ville représente un carrefour important pour les Allemands dans leur course vers la Meuse. Du moment qu'on est à l'intérieur de Bastogne, il y a 4 routes qui partent en direction de la Meuse. Donc c'était en fait un nœud routier, Bastogne, qui était très important, qui dès le début faisait partie du planning des Allemands. And the Germans know if they hold it, they can launch troops in all kinds of directions. They also know that if they do not hold it, and the Americans hold it, they can harass their flanks constantly. Arrivés le 19 décembre, les parachutistes de la 101e division airborne viennent renforcer les troupes américaines déjà déployées dans le secteur de Bastogne. Les hommes déjà épuisés par les précédentes campagnes menées depuis la Normandie affrontent non seulement les Allemands, mais également le froid et la faim, sans ravitaillement. There is no other alternative. They are sent to Bastogne. It is a choice out of necessity, but at the same time, these troops are the kinds of troops that Bastogne needs anyway. They are used to being dropped from aircraft into enemy territory. They're used to being surrounded. They're used to defending a place until a larger force arrives, and that's exactly what they're going to do in Bastogne. Sous le feu de l'ennemi tant à l'est qu'à l'ouest, la 101e airborne est la division garante du sort de Bastogne. La résistance qui s'organise au cœur de la ville est menée par un second, voire un troisième couteau. You see that the regular commander of the paratrooper division, the 101st, is Maxwell Taylor. He is in the US. He's in meetings in the US. The deputy commander is Higgins. He is in meetings in the United Kingdom, because no one expects some kind of major counteroffensive. And so who's left? Brigadier General Anthony McAuliffe, who usually in the division is the commander of artillery, only artillery. He now becomes the commander of the entire division. Ses compétences en artillerie s'avéreront décisives dans la défense de Bastogne. McAuliffe est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. He's going to use the artillery in and around Bastogne to very good effect. Because when Bastogne is surrounded on Thursday, all kinds of attacks, German attacks, are going to take place to take the town in its entirety. And it is at the points like, say, Bizory, Majoret, when there are these major German attacks, the best way to stop them is not the paratroopers with their small arms, it is artillery concentrations. And so you see that Bastogne is saved time and again in those first days when it is surrounded by the artillery commanded by McAuliffe in an expert way. À bout de souffle, la résistance américaine est sous perfusion. Le piège allemand se referme définitivement autour de Bastogne le 21 décembre. Dès le lendemain, un corps allemand sans l'autorisation des hauts gradés improvise un coup de bluff. The Germans attempt a demand of surrender. And so they draw up a message. If you do not surrender, we will bomb Bastogne into ruins. So they send a delegation via the road into Arlon, 4 Germans, 2 officers, 2 soldiers waving white flags. And so they're invited into the encircled Bastogne. And they take the message, not the Germans, but the message to McAuliffe in his underground basement.
Le brigadier général Macauliffe refuse cette demande. Sa réponse, renvoyée aux Allemands, restera gravée dans l'histoire. On the 22nd, the German commander, ridiculously enough, demanded surrender of the surrounded town. I just replied nuts, for I knew that one word best expressed the feelings of the division. Nuts. We heard about that when we were in battle there. I don't remember how long, maybe a week, 2 weeks, but that word spread all through the military. And we were kind of proud of our general, you know. The Germans wanted us to surrender, and him sending back that one word, nuts. And we thought that was funny, but we was kind of proud of it too. The 101st Airborne Commander responds with great aplomb with his surrender of saying nuts to it. And so it kind of adds to the American lore of what it is to be an American, to be a little irreverent. When they come back and von Manteuffel learns about this failed effort, he's very angry because the Germans at that point in time don't even have enough concentrated tanks and artillery to actually make good on the threat rather. Bastogne devient alors un objectif secondaire pour les Allemands qui décident de contourner la ville. De cette manière, la ville de Saint-Hubert tombe aux mains de la Panzerlehr. St. Hubert was the closest big city, and there are a lot of little small villages all over the place. The Germans were tough fighters. We had hit the cream of their army, really, the Panzerlehr Division, which was like running across the 101st Airborne or the 82nd Airborne, one outfit like that. Mais après plusieurs jours de combat, le ciel finit par s'ouvrir au-dessus de l'Ardenne. Une éclaircie au profit des Américains. Bien que maintenant la neige soit répandue partout sur le champ de bataille, ce qui n'était pas le cas au tout début de l'offensive, eh bien, la météo favorable va permettre à l'aviation alliée de rentrer dans le jeu. On December the 23rd, a week after the attack, all that changes. A Russian high moves in from the east, meaning it gets much colder, and the skies clear to a perfect blue. And so this is instantly when Allied air forces begin to help the American forces inside Bastogne. And they do this in two ways. On the one hand, they begin to send in transports, dropping equipment, artillery, food, medical stuff into Bastogne. And on the other hand, you now get the fighter bombers who circle around Bastogne, attack German troops and vehicles and tanks, and they are a particularly strong force. And from that moment on, the tide really turns for the Allies and the Americans inside Bastogne. Geringe Hoffnung in die Offensive gegangen. Und in dem Moment, als der Himmel voll Jabos hing, war uns klar, dass unser Vorstoß keinen Erfolg haben kann. L'aviation allemande prend également de l'altitude. Le soir du 24 décembre, un bombardement touche la ville de Bastogne et fait de nombreuses victimes civiles. Parmi celles-ci, l'infirmière bastognarde Renée Lemaire. La période de Noël n'aura rien d'une trêve pour les populations de Malmedy, Saint-Vith, La Roche et Oufalise, qui sont rayées de la carte, cette fois par des bombardements alliés. On veut détruire un pont, on ne parle pas de frappe chirurgicale, ça ne tient pas la route. Donc qu'est-ce qu'on fait? On détruit totalement la ville. Pourquoi? Parce que le charroi, lui, va empêcher toute mobilité. En plus, vous êtes dans des vallées, que ce soit Oufalise, que ce soit La Roche, la résonance d'une bombe et l'impact du souffle d'une bombe est démultiplié parce que vous êtes dans une cuvette, ce que vous n'auriez pas en plaine. Donc évidemment, tactiquement, c'est bien joué,
puisqu'il n'y a plus de mobilité possible, les Allemands ne savent plus passer et ils sont coupés d'autres de leurs unités. Par contre, pour les civils, on s'imagine l'angoisse. De nombreux civils qui ont vécu la bataille vont expliquer qu'ils se rappellent avoir vu les avions qui tournaient dans le ciel et voilà, qui bombardaient, qui attaquaient les cibles se trouvant parfois dans leur village. Donc c'est comme ça qu'on aura des destructions également et de nombreux morts parmi la population civile. Le jour de Noël correspond à la fin de l'avancée allemande. Arrivée jusqu'à Celle, dans la région de Dinant, la 2e Panzerdivision est proche de la Meuse. Mais en manque de carburant, celle-ci subit les attaques de troupes américaines et britanniques qui stoppent définitivement sa progression. Après avoir été stoppés dans la région de Dinant, les Allemands vont quand même essayer de passer en d'autres endroits. C'est le cas notamment aux portes de la Famenne, dans la région de Othon, Verden. Et bien là, on va voir qu'il y a des sérieux combats qui vont aussi être menés aux alentours de la Noël pour essayer de passer à cet endroit. La poche de Verden, qui ce nom restera dans l'histoire, va être un des symboles de la résistance alliée également, parce que si les Allemands passent à Verden, ils ont évidemment une topographie plus facile en Famenne pour vraiment foncer vers la Meuse. C'est le cas également dans la région de Mannheim, dans la région des Rezés, etc. Eh bien, là aussi, le 26-27 décembre, on se bat encore farouchement parce que voilà, c'est vraiment les dernières tentatives allemandes d'essayer de passer pour atteindre la Meuse. Ich sehe eben noch die Straßenkreuzung vor mir und den Schild Baraque de Freiture. Habe ich mit meiner Kompanie 20 amerikanische Sherman-Panzer gesprengt, die startbereit waren, aber nicht genutzt wurden. Puis il y a la fameuse bataille des carrefours, qui commence déjà à la baraque de Freiture, mais qui se poursuit à Mannheim, qui se poursuit à Grand-Menil, qui va se poursuivre aussi pour le pont des Rezés avec la bataille de Sadzow, qui elle aussi est parfois oubliée, mais qui est d'une sauvagerie extrême en quelques jours. Donc on est vraiment là dans des cases qu'on essaye de prendre. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas passer où on veut, et ça on a tendance à l'oublier. La domination aérienne retrouvée, les Alliés peuvent organiser la riposte. Quelques jours plus tôt, le haut commandement s'était réuni à Verdun pour organiser l'implosion du saillant allemand. Les officiers alliés se disent que cette bataille, en fait, c'est une opportunité, puisqu'ils vont essayer de couper le saillant. C'est l'objectif. Capturer des dizaines de milliers de combattants allemands. S'ils sont faits prisonniers maintenant, c'est des gars qui ne leur tireront pas dessus quelques mois plus tard quand ils entreront en Allemagne. On décide de placer une partie de l'armée alliée sous le contrôle des Britanniques, donc c'est là qu'ils vont rentrer en ligne de compte, et une partie sous contrôle américain pour le sud. Donc là, on va essayer de refaire un espèce d'étau pour enrayer le saillant, et on va également avoir la décision de Patton de pivoter et de venir au secours de Bastogne à ce moment. In Verdun on December the 19th, the big Allied conference, Patton is there and says, "What can you do?" And he says, "No worries, within 2 days I can turn my entire army around and begin heading for Bastogne and get it relieved." The highest commanders look at him and say, that's almost impossible. He will take a bit longer to get started eventually, but he does it in a very brief time. Faire pivoter une armée de 45 degrés, la faire monter pour délivrer une ville assiégée, c'est un coup de maître, et un coup de maître qui est réalisé de façon magistrale. C'est ce que je pense Bradley dira, ça a été un des plus beaux coups qui a été fait de la Deuxième Guerre mondiale. Si Patton promet de gagner Bastogne, en 2 jours, il rencontre une résistance forcenée de la part des Allemands. Patton, habituellement sûr de lui,
s'interroge. Évidemment, quand on s'appelle Patton, on ne s'adresse pas au pape, on s'adresse à Dieu directement et il commence en se demandant, dis Dieu, je me demande de quel côté tu es. Et il me demande énormément à ces hommes. Et c'est rare dans la vie de Patton de voir qu'il reconnaît qu'il en demande peut-être un peu trop. As he closes in on Bastogne, the German resistance becomes very tough. One of the reasons for that is one particular German division which has been put to the south of Bastogne to form a shield. And that's the 5th Fallschirmjäger-Division. They're young men, all in their 19s, 20s, not older than that. Very tough. They consider themselves to be an elite, so they have very good unit cohesion. And their commander is a man called Heilmann, and he has had the experience of defending Monte Cassino in Italy. So he knows something about defense. Le symbole de Patton, parce que c'est Patton, fait qu'on a l'impression qu'il a décidé, c'est parti, et ça a été gagné d'un coup de cuillère à peau, mais on est bien loin du compte. Arrivé à Bastogne le 26 décembre avec 2 jours de retard, Patton doit élargir le couloir qu'il s'est frayé via Asnois. Il a besoin de renforts pour repousser ses flancs. De féroces combats se tiendront dans bon nombre de villages, comme Cibray, Moircy, Flamierge, Thillay, Lutremange, Saint-Lé ou Lutrebois. L'étau se resserre pour les Allemands, qui intensifient leur défense. Of course, Bastogne was completely surrounded by the Germans at that time, and we were trying to break through one place. And the Germans had terrific strength, and had been on the southeast side of Bastogne. It was a terrific battle there. They said that the big wheel said later that was the worst battle the American army had ever been in. Even worse than the big battles of the Civil War. At that point, Patton is actually reasoning we can still lose this war. If the Germans manage to cut the corridor into Bastogne, hold Bastogne, they might actually regain the initiative in the Bulge. We will be unable to use Bastogne as a launching pad towards Oufalise and cut through the Bulge. And if we can't do that, the Germans might actually keep pushing towards the Meuse and get across. So he calls on that. And this is why he calls out more troops, even inexperienced troops, who he half sacrifices to keep having that momentum and initiative going. Bastogne est une base de lancement pour en quelque sorte aller couper le saillant. Et ça, les Allemands l'ont bien compris. Donc s'ils ne stoppent pas les Américains dans la région de Bastogne, eh bien, leur route de retrait va se faire couper, quoi. En cette fin du mois de décembre, Hitler comprend que la bataille est perdue. Mais le Führer ne lâchera pas Bastogne. La ville doit être prise coûte que coûte pour organiser le retrait de ses troupes. L'enjeu pour les Allemands, à partir de la fin du mois de décembre, c'est de rapatrier toutes leurs troupes de manière safe vers l'Allemagne. Mais en même temps, Hitler va envoyer de nombreuses troupes à Bastogne. Pourquoi ? Parce que le siège de Bastogne a été rompu. La presse américaine en fait une très grande victoire. Et donc, c'est aussi très symbolique pour Hitler de se dire, ben voilà, à défaut d'une victoire militaire, autant avoir une victoire symbolique. Commence alors la deuxième bataille de Bastogne. Les combats qui se déroulent dans les villages alentours sont parfois plus intenses que les précédents. C'est dans ces conditions que les Alliés lancent leur contre-offensive sur l'ensemble du front le 3 janvier 1945. C'est très important pour les Allemands de maintenir leur ligne. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une partie du front qui va casser, eh bien, les Alliés vont s'y engouffrer. Et ça va même mettre à mal l'ensemble de la retraite allemande. C'est pour ça qu'à certains endroits, dans certaines localités, les Alliés vont se battre là pendant parfois plus de 10 jours. They were trying to get out too, so maybe he decided to turn it over to us. I really don't know.
but we did have every day. My company, we went in with a little less than 200 men. And every day we'd lose 3 or 4 guys killed and half a dozen wounded. Sehe ich heute noch, ich sehe den Jahrbuch, ich sehe die 8 Ausschusslöcher von den Maschinengewehren. Das ist einfach eingebrannt. But we slowly pushed them back, little by little. They ran out of gas, they ran out of supplies. So they were losing, but they fought hard. But we had to keep pushing and pushing and pushing. La résistance allemande est à la mesure de l'offensive américaine. Et comme je le soulignais tantôt, il y a des villages qui vont être rayés de la carte parce qu'on se bat pour des arpents de terrain, quoi. Tel sera le sort de localités comme Bure, Thirimont, Sterpigny, Thiais, Ammonines ou encore Samré. Les combats de janvier sont beaucoup moins connus que ceux de décembre, mais ils feront autant, voire plus de morts. Pour les troupes qui se battent, qui sont sur le terrain, pour eux, je vais dire, la situation est bien sûr dramatique, quoi, hein. Ils voient la mort partout et ils se demandent quand viendra leur jour, quoi, parce qu'ils voient leurs copains mourir à côté d'eux, etc. Évidemment qu'il y a un fanatisme qui est là et on ne veut pas se laisser prendre parce que on craint aussi du côté allemand. On sait ce que ces propres troupes ont commis, que ce soit à Baugné, à Ouéret ou à d'autres, mais on sait aussi que les Américains n'hésitent pas à tuer les prisonniers ou en tous les cas des gens qui se rendent. Donc on vend chèrement sa peau. Et l'idée, évidemment, c'est de se restabiliser derrière la frontière. À l'intensité des combats s'ajoutent des conditions météo déplorables. La couche de neige s'élève à 40 cm, alors que les températures plongent sous les moins 20 degrés. Dans certaines unités, les gelures de tranchées sont plus meurtrières que les blessures par balle. That was the one big problem. And a guy would get a minor wound, say he gets shot in the leg so he couldn't walk. And our aid men were so busy treating the wounded, they couldn't get him out to get him back, and he died. And so many got comparatively minor wounds, and they died from them. They freeze to death. I felt sorry for the foot soldiers, the infantry, because they were losing some of their legs and feet to the cold. And there's 2 big exhausts come out the back of a tank. And we'd let them crawl up on the back of our tank and put their boots over that exhaust to warm their feet. And they'd do that a lot on all the tanks they could get on, you know, to try to stay a little warm. Very cold, started off, it was very foggy and wet, rainy, and the rain, of course, turned into snow, and then it started stacking up, and we had a hard time with it. Very, very cold. It's the coldest winter they had on record at that time in Belgium. It was the worst winter of my life. I've never met a man that fought in the Battle of the Bulge. The first thing he said was how cold it was. And I don't know if I'm sure the people of Belgium remember it too, how cold it was, because it was one of their coldest they ever had. Sous la demande pressante de Churchill, les Soviétiques lancent à l'Est leur opération Vistulodor dès le 12 janvier 1945 afin de soulager le front des Ardennes. Sur le front de l'Ouest, Patton est chargé de gagner Oufalise. C'est là qu'est prévue la jonction avec la première armée, commandée par Hodge mais dépendant lui-même du maréchal britannique Montgomery. Mais ce dernier se fait attendre. He's become very cautious, of course. He's burned his fingers in Holland, Operation Market Garden. He miscalculated there.
And he also argues, well, we never saw the Ardennes counteroffensive coming. We have miscalculated the power that the Germans can still display. We need to be careful. We need to have enough forces in place. We need to examine what are the intentions of the Germans exactly. We need more time. Patton, qui a grandement besoin de soutien, perd patience. Pourtant, les troupes de Montgomery progressent lentement au nord et à l'ouest du saillant. La jonction entre la 1e et la 3e armée s'opère finalement à Oufalise le 16 janvier. Une date qui marque un tournant dans la bataille des Ardennes, qui n'est pas terminée pour autant. Certains historiens américains disaient que avec la jonction de la 1e et la 3e armée qui progressaient respectivement depuis le nord et le sud du saillant, eh bien, la jonction à Oufalise, notamment au pont de Rensiwe, le 16 janvier 1945, va marquer en quelque sorte le début de la fin. Ça, c'est très symbolique. Mais il y aura encore de sérieux combats qui auront lieu après le 16 janvier, que ce soit dans la région de Gouvy, dans la région de Saint-Vith ou même au Grand-Duché de Luxembourg. Et après que Bastogne avait été repris et vraiment sécurisé, l'armée Patton s'est concentrée de nouveau sur le Luxembourg, le nord du Luxembourg, qui était toujours dans les mains des Allemands. Donc le franchissement de la Sûre était le point, de départ pour la reconquête du nord du Luxembourg par la 3e armée Patton. Ça a débuté pendant la nuit du 17 au 18e janvier 1945 par des températures effroyables jusque le 26 ou le 28 janvier lorsque les Allemands ont été refoulés de nouveau dans leur position de départ qu'ils occupaient avant l'attaque surprise du 16 décembre. On ne peut pas dire qu'il y a une date définitive. Certains vont dire que c'est fin janvier, au moment où on a repris par exemple les localités de Krinkel-Troschrath. D'autres vont dire que c'est début février où on a repris par exemple la ville de Vianden au Grand-Duché de Luxembourg. Donc voilà, on dit toujours fin janvier, début février. Le 4 février 1945 se tient la conférence de Yalta. Churchill, Roosevelt et Staline doivent décider du sort de l'Europe à l'issue de la guerre. Plus avancé dans les lignes allemandes, Staline est en position de force dans ces négociations qui dessineront les frontières du futur partage des territoires bientôt occupés. L'issue de la conférence a-t-elle été influencée par la bataille des Ardennes, celle-ci ayant ralenti les Américains et les Britanniques. Keep in mind that Eisenhower deliberately stops on the Elbe. He does not push past that. He knows that the Russians have that area to operate in. And so the fact that the bulge occurs, I don't think really shapes the post-war world as much as you would think, because the Russians are already influencing that part of the globe and Eastern Europe. I don't think we should over-exaggerate what it meant for Yalta. The Yalta Conference, of course, is a conference that ultimately leads to almost a division of Europe into a western part controlled by the Americans, the Brits, and an eastern part controlled by the Soviets. This reality existed with or without the Battle of the Bulge. If you look at December 1944, when Hitler starts his Ardennes counteroffensive, the Soviets are already deep into the eastern parts of Europe. They are holding the Baltics, they're in eastern Prussia, they're in Hungary, already before the Bulge. But of course, the Battle of the Bulge makes it much more difficult for the Western Allies to make progress towards Germany. And this is where you see kind of a disconnect between the British and the Americans. Churchill is really concerned about the post-war and the influence the Soviet Union will have on Eastern Europe. The Americans are much more focused on getting this war over with. This is not solely because of the Battle of the Bulge, but of course the Battle of the Bulge does weaken the Germans on the Eastern Front. And so in that sense, it gives an advantage to the Soviets over the Western Allies. Si l'Allemagne capitule le 8 mai 1945, rien n'effacera l'impact de cette bataille dans cette région rurale que sont les Ardennes belges et luxembourgeoises. La bataille du Saillant a causé plus de 17 000 morts chez les Allemands, au moins 11 000 côté américain.
Un bilan auquel s'ajoutent près de 3000 victimes civiles. Un conflit que certains considèrent encore, 80 ans plus tard, comme l'une des pages les plus noires de la Seconde Guerre mondiale. We got through that, and the 82nd Airborne people told us that that was the toughest fight that they have had all through the war. And they started out in North Africa, Sicily, Italy, Normandy, Holland, and then the Balts. So we thought that was a pretty good indication that we did a good job with them. Under those circumstances, you're lucky to surrender. Otherwise, you'd been shot, you'd been killed. But you did feel bad about being captured. Guts. That was pretty much it. That's all we had, a lot of guts. We pushed them through. It was a very, very significant battle because they threw everything they had and they lost. It meant the end of the war was coming. Not right away, but it was coming. We were going to win. Regardless of what they do, we were going to win. And we were a group of men that were raised in the 20s and 30s, hard times in the United States. People didn't have a lot of money. They were farmers, worked hard. And the group of men that I was with, they were just a very strong group of men. And we were certainly terribly uncomfortable, but no one seemed to complain that much. We had a job to do and we did it.